Georges Richardot, merci de nous accueillir dans votre cadre familier, nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, restons dans le cadre de la littérature. Vous êtes né à Épinal, mais vous vivez depuis longtemps à Vence. On vous connaît bien parce que vous avez fait des signatures à l'espace culturel Leclerc, vous êtes présent dans les manifestations culturelles, et l'association Podio vous a consacré une lecture à la chapelle Sainte-Bernadette. Votre entrée en littérature, c'est l'expression consacrée, se fait, excusez du peu, sous l'égide de Raymond Queneau, et vous avez été accueilli par les pataphysiciens belges. Pourriez-vous nous dire, commencer cet entretien, nous en dire un peu plus sur ce parrainage. Que vous ont-ils apporté, Queneau, ces pataphysiciens, et que vous en reste-t-il? Eh bien, c'est très significatif, mais je n'ai pratiquement pas de souvenir de ma rencontre avec Raymond Queneau. Parce que moi, je suis un déficient de la mémoire, j'ai toujours été tel. Les choses, quand elles sont passées, elles s'enfondent dans un espèce de magma. Et j'ai une image d'une rencontre physique avec Raymond Queneau qui se situait devant un immeuble, sûrement la NRF. J'ai une image assez nette, sans être sûr qu'elle corresponde à la réalité. Si bien que je demanderais si ça n'est pas de la mythomanie, tout ça, si je n'avais 4 lettres de Raymond Queneau, et le fait que, historiquement, effectivement, il m'a envoyé chez une éditrice, en l'occurrence la Mercure de France. Ça s'est très mal passé, du reste, enfin d'une façon très négative, et l'ouvrage qui était Jesbit, mon premier livre publié, l'a été publié dans une autre maison d'édition. Mais Queneau, parlant cette fois non plus du roman mais de la poésie, m'a effectivement envoyé auprès de Blavier, qui était le patron de la pataphysique belge, éditeur d'une revue qui s'appelait... le nom m'échappe, bon sang. Enfin, peu importe. Et il m'avait envoyé aussi auprès d'un jeune homme de théâtre prônant l'avant-garde du théâtre en Belgique, et qui s'appelait Richard Thialens, et avec qui j'ai fait des développements aussi sur le plan du théâtre. Donc l'encouragement de Raymond Queneau apporté et pour le roman, et pour la poésie, et pour le théâtre. J'ai eu des pièces de théâtre publiées en Belgique dans une revue belge chez Richard Thialens. Oui, mais au-delà de la rencontre et de la démarche de publication, il y a un lien de paternité, fraternité avec Raymond Queneau sur la pratique d'écriture, sur votre façon d'aborder l'écriture. Et j'en tiens pour preuve la page 162 de votre livre « Casting pour un roman noir à reflet bleu ». Si je la lis, prolifération d'allitération, piège, assouillon, de la fiente, d'incidente au calembour, prise de tête, au pas, cadencé, déployer les bataillons, allons scribaillons pour nous offrir, fête complète, vrai autant vaudrait sans coup férir, nous expédier, nous émoustiller les gambettes, au bal musette. Il y a une relation tout à fait festive et créative avec la langue, et on dit de vous que vous êtes un mâcheur, un tourmenteur du langage. Est-ce que voilà, j'aimerais que vous clarifiez un peu plus cette notion-là à partir. D'abord, en ce qui concerne
la pataphysique ou l'esprit pataphysicien. La première œuvre qui a été publiée en Belgique s'appelait La fête du rhinocéros, et elle était sur le ton, c'était un très long poème, sur le ton de ce que vous venez de citer. La revue dont le nom m'échappe décidément a publié et dans Le chercheur de coquillages, qui est un recueil de mes poèmes, il y a tout un petit recueil de poésie pataphysicienne. J'ai pas répondu à la question. J'aimerais que vous creusiez un peu plus cette relation avec les mots, ce côté festif que vous avez de tourmenter le langage pour faire surgir la sarabande, la fête des mots, quoi. Oui, en fait, j'aime mettre un esprit ludique. Il y a peu de mes œuvres où il n'y ait pas une forme d'humour plus ou moins lointaine, plus ou moins perceptible, plus ou moins distanciée. Donc je suis inspiré par le ludisme, ça c'est certain. Et les mots, c'est une chose magnifique parce que les mots ont une puissance considérable. On peut faire du mal ou du bien avec les mots. Et en même temps, ils sont à votre disposition. Je comprends pas qu'on n'ait pas la curiosité de jouer avec le langage, de jouer avec le vocabulaire. J'ai même joué avec la grammaire dans le livre qui s'appelait Jésuite, qui a plu à Raymond Queneau. Je faisais une déformation du langage jusqu'à la grammaire. Et j'ai une devise qui s'applique à un de mes derniers spectacles théâtraux, mais c'est juste à côté du réel, juste à côté d'aujourd'hui, juste à côté du langage. Voilà, donc ce que je fais tourne bien souvent dans cet ordre. Alors effectivement, vous avez cette façon de mâcher les mots, mais je dirais presque, vous avez dit que le mot a une portée, qu'on peut l'utiliser d'une façon ludique, qu'il a une portée qui peut être tirée vers ce domaine-là, mais le mot a aussi chez vous une dimension musicale. Car vous savez jouer avec les allitérations, avec les assonances, et encore une fois, donner au mot sa force physique en le faisant passer par la bouche. La bouche qui est un des éléments essentiels de Queneau. Hein. Mais j'en tiens pour preuve cet extrait de « Hésiste pas ». Ça, c'est déjà un titre tout à fait particulier. Et si je vous lis, à la page 93, il est dit « On entend la musique, évidemment, dans mes confins intimes, j'en sais infiniment plus que ce 7 mai où nous sommes censés nous trouver, et dans ce bel enthousiasme printanier, j'affirme la haute résolution de devenir, au moins dans mon style, ce qui, on conviendra, déjà n'est pas rien, plus sobre, plus sage, plus Max Gallo, plus Pascal Jardin, plus Barbara Cartland, même les moustaches en moins que par le passé. Voilà, on a là un goût physique du langage. Enfin là, il est poussé assez loin, c'est vrai. Mais c'est une... Et quant à ce que vous dites, ce que j'écris passe par l'oreille. Ça, obligatoirement. Hein, c'est le gueuloir de Flaubert. Mais c'est pourquoi je mets toujours dans mes bouquins, que ce soit poésie, théâtre ou roman, je mets toujours énormément de travail. Parce que le vocabulaire, il faut que je l'ajuste. Vous savez, un mot, enfin, le concept peut s'indiquer par un nombre très variable de mots. Hein. Si vous voulez désigner quelque chose, vous avez 15 mots pour le faire, disons en théorie. Il faut choisir la plus adaptée. Ça se fait pas du premier coup. Donc, il y a déjà ce travail d'ajustement du mot, mais il y a aussi le travail de l'aspect mélodieux ou dysmélodieux du reste de la phrase. Voilà, je crois qu'Honoré aurait tort, effectivement. Vous avez insisté à juste titre sur ce mot ludique, mais on aurait tort de considérer le ludique comme un élément facile de la composition. Si je ne m'abuse, vous rejoignez toute une tradition du Moyen-Âge. Le mot revient quelquefois dans vos entretiens avec les sottis du Moyen-Âge,
avec la jonglerie du Moyen-Âge. Vous jonglez avec les mots, mais vous jonglez pour justement atteindre parfois du disharmonieux, et ce disharmonieux vous conduit au cœur parfois du drame humain et des choses graves de l'humanité. Et vous avez cette capacité à associer l'humour, le ludique, la jonglerie avec la gravité. J'y reviendrai dans un petit moment, mais avant je voulais vous interroger sur ce point entre le ludique et la gravité. Ben écoutez, ce sont des choses qui sont dissemblables bien sûr, mais qui peuvent coexister, qui coexistent souvent dans l'existence. Mais bon, je tiens, mon propos n'est pas de reconstituer, de traduire l'existence, ce n'est pas cela. Mais je veux dire que jamais une chose n'est à ça. Enfin, si, quelques exemples malheureux me démentiraient, mais une chose souvent, prenez l'exemple des tranchées en 14-18. C'était abominable sur le plan de la tuerie, c'était abominable sur le plan des conditions de vie. Mais il y avait des parties de belote, mais il y avait des plaisanteries, il y avait des chahuts, etc., etc. Et la vie, elle est comme ça. Alors, généralement, dans le théâtre en particulier, c'est vrai que j'aime bien mettre une petite dose, c'est vrai, de ludique dans le sérieux, dans le grave. J'aimerais vous entendre réagir à cet extrait de Albertine des Ombres, où justement vous mêlez cette relation physique au langage, finalement à la mort. J'adhérais à la sensation qu'il n'était plus qu'un charroi, dans le lointain, de cadavres chamarrés, figés sous le plastron de sourires obscènes, et que pendant ma propre conscience, je pouvais être condamné à renaître, simple nacelle livrée au courant, à l'inéluctable dégradation du temps entraînant quiconque, personne, toujours les mêmes êtres, en même temps d'autres, vers un monde inconnu, où les attendait un non-destin différent, identique, négation, éternel recommencement, il n'y eut plus que cela, mort, en sursis de dubitative résurrection, résurrection en attente d'approximatif nouveau trépas. Il y a là une vision noire quand même du monde. Pardon ? Il y a là une vision noire du monde. Oui, sans doute, mais c'est pas du monde, c'est plutôt de l'au-delà du monde, des coulisses du monde, de l'avers du monde. C'est le monde, il n'est pas noir, il est multicolore, mais derrière, il y a son ombre, hein, comme il y a l'ombre d'un objet, toujours, et c'est là que souvent j'aime glisser des digressions sous un prétexte onirique. Oui, c'est peut-être du reste un de mes défauts. On pourrait le considérer comme tel. Cet amour des digressions qui sont vraiment des sortes d'incrustations dans le récit. Alors, je reviendrai très volontiers sur ce mot « incrustation ». Parce que, comme chez Queneau, il y a une apparente légèreté, mais il y a au fond une très profonde érudition. Et là encore, dans Albertine des Ombres, vous prenez presque comme leitmotiv, comme refrain, ces trois mots, Manet, Thecel, Pharès. Et ces trois mots font référence, c'est une haute référence à l'Ancien Testament, puisque c'est un roi de Babylone qui a profané les vases des Hébreux, il a bu dans tout ça, il a fait des orgies, et sur le mur, un doigt a tracé ces trois mots, Manet, Thecel, Pharès. Et le roi de Babylone demande au prophète Daniel de venir lui demander ce qu'il en est. Il lui dit, voilà, tu as été pesé et tu seras divisé, tu es perdu. Et ces trois mots-là qui viennent de l'Ancien Testament, vous les incrustez dans votre texte, qui donne une référence particulière au texte, une profondeur au texte. Alors sous un côté
sarabande festive, finalement il y a chez vous aussi des incrustations hautement culturelles qui donnent une profondeur à votre texte. Et j'aimerais que vous reveniez un peu plus sur ces références culturelles comme ça que vous intégrez dans votre propre travail d'écriture. Oui, ben c'est... Il n'y a pas de lien logique, rationnel entre ces mots. Ils sont répétés même plusieurs fois, deux fois ou peut-être trois. C'est une sorte de ponctuation qui vient pas, qui relève plutôt de l'inconscient ou du subconscient que de l'intention rationnelle. C'est une percussion, c'est comme dans une pièce musicale, on introduirait peut-être même d'une façon dissonante, je sais pas quel instrument à percussion, voilà. C'est un peu ça. Je n'ai pas d'explication pour ça. Mais je sais que ça a sa place. Si ça n'avait pas sa place dans le récit, ça n'y serait pas. Hein, mais effectivement, il y a de toute façon l'intention de dramatiser les choses et de leur donner une dimension culturelle. Alors effectivement, là on retrouve toute la dimension musicale de votre rapport à la langue, aussi bien dans les mots, on l'a dit, les allitérations, les assonances, que dans la composition du roman, où il y a des refrains qui reviennent, et puis des dissonances comme ça, qui s'introduisent. Hein. Et là, c'est le travail propre au roman. Mais ce qui frappe quand on aborde votre œuvre aussi, et là je vais élargir un peu plus l'entretien, c'est l'extraordinaire profusion dans laquelle vous versez, parce que vous êtes un écrivain extrêmement prolixe, les livres s'accumulent, s'amoncellent, arrivent avec grand plaisir pour le public, mais ils se succèdent à un rythme effréné. Et ce qui est intéressant, c'est que vous débordez. Moi, si j'avais à parler de votre travail, je dirais que c'est le mot débord qui est principal. Vous débordez en permanence. Votre roman déborde, mais vous débordez tous les genres. Avec Licencieux, vous travaillez la poésie. Avec De crépuscule en crépuscule au pluriel, vous travaillez le théâtre. Quelle est cette gourmandise de tous les genres ? Bon, il faut que je fasse une historique, hein. D'abord, la profusion d'écriture, c'est plutôt une profusion d'édition. Mais là, j'appelle cette série de 18 publications que j'ai faites en 4 ans, ça n'est pas 18 choses que j'ai écrites. C'est une réserve de manuscrits qui remonte à 40 ans, peut-être 50, en fait, dès l'adolescence, alors que ma passion a toujours été l'écriture, j'ai forgé une résolution, c'est-à-dire de séparer l'écriture du reste, de la vie quotidienne, surtout de ne pas être un professionnel de l'écriture. Pourquoi ? Parce que je voulais rester maître de ma matière, ne pas être cantonné dans un genre, justement. Alors après, j'ai eu un travail de cadre supérieur pendant 30 ans, qui me mettait dans un milieu assez conformiste du reste, où mes publications auraient détonné, surpris ou choqué. Donc j'étais tenu à l'anonymat, ça ne me dérangeait pas du tout, et j'écrivais, j'entassais, sans trop me préoccuper de la suite et de la publication. Et des choses souvent bâclées. Si vous avez 24 heures, j'élargirai le sujet, mais je pense que vous ne les avez pas. Donc, je travaillais c'était pas délibéré, mais ça s'est trouvé comme ça que j'avais une phase théâtre qui a duré assez longtemps, du reste, une phase poésie, et une phase roman. Mais il n'y avait pas, ou rarement, interpénétration entre l'un ou l'autre. L'interpénétration, elle se fait seulement maintenant. Hein. Alors tout ça, pour des motifs assez particuliers, et puis le fait que je me suis trouvé
en retraite, avec un champ d'activité restreint. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Bon, j'ai arrêté le sport, ça m'a donné des disponibilités de temps. Et puis certains faits, soit qui m'est irrité, soit qui m'est encouragé, comme la lecture à la Sainte Bernadette, m'a donné cette fois la volonté d'entrer dans le champ de la publication de mes bouquins. Et ça, il faut pas dire que j'ai pas pris un manuscrit et je l'ai pas envoyé à l'écriteur. Je l'ai réécrit complètement, hein. Et voilà ce qui donne un peu cette impression de prolixité. Mais cela dit, j'ai toujours écrit, même quand j'avais une vie une vie professionnelle surchargée, la dièse sine linea, ça c'est clair. Il fallait que je fasse du sport tous les jours, il fallait que j'écrive tous les jours, et le travail en plus. Alors, on a évoqué tout à l'heure le charroi des morts, mais chez vous, le Thanatos est souvent très proche de l'Eros, hein, et cela traverse tous les genres. Après la douche, lorsqu'essuyé, tu sors de la douche, tu adores que l'on touche ton corps, ici où, tout doux, je mords encore mouillé. Après le bain, si essuyé de près tu te recouches, tu feins de dénier à bouche, il est vrai, affriolé d'étroit, le droit régalien de remouiller certains endroits. Et là, on est aussi, je pense, dans un des éléments dynamiques de votre travail. La mort, l'inquiétude de la mort, on l'a vu, le jeu, mais aussi l'érotisme. Ah oui, l'érotisme, j'aime, comment dire, c'était à la base de mon amour du théâtre, parce que quand j'écris un roman, je joue, j'ai des marionnettes en main, tandis que si j'écris du théâtre, je mets en œuvre des êtres humains physiques. Et de même pour l'art, la peinture, j'aime la peinture surtout quand elle représente, j'aime aussi l'art non figuratif, mais enfin, j'aime cette, comment dirais-je, charnalité. Et bien sûr, ça s'incarne d'une façon éblouissante dans la femme, donc cela me conduit à certaines directions pour l'érotisme, ça je ne m'en cache pas. Et cela dit, la mort, elle est partout, hein. La mort, la vie se représente par une vanité, c'est-à-dire que un bouquet de fleurs, une nature morte magnifique, et un crâne humain pour incarner la mort. Alors, nous l'avons dit en commençant cet entretien, nous sommes chez vous et nous sommes entourés par des œuvres d'art plastique, des peintures, des statues qui apparemment viennent de loin. On sait que vous êtes amis avec notre ami Frantin, puisqu'il a fait bon nombre de vos couvertures aussi, notamment de Licencieux. Et que j'ai écrit des préfaces pour lui. Voilà, alors quel lien établissez-vous entre votre écriture et puis cet univers plastique qui vous entoure? Est-ce qu'il y a des réseaux particuliers qui vous relient à tout ceci? C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'art. C'est un peu une illustration de ce que j'ai connu dans une vie un peu longue. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, 18 ans, étudiant, qu'est-ce que j'avais au mur pour exprimer ma passion pour l'art? Des coupures noir et blanc de journaux. Je découpais une reproduction d'un peintre et j'épinglais ça. Et quand
quand je suis venu de Paris à Nice, j'ai eu la possibilité de rencontrer des peintres, par exemple Tobias, puisque j'ai été en rapport professionnel puis amicaux, très étroitement amicaux avec Tobias, et je me suis rendu compte qu'on pouvait acquérir de la peinture. Auparavant, quand j'étais parisien, bon, c'est tout, je pouvais penser à acquérir une reproduction de tableau, mais sûrement pas une œuvre originale. J'ai découvert que c'était tout à fait possible, hein, il suffit tout simplement de rechercher des peintres dont la cote n'est pas encore vertigineuse, et ça m'a rapproché aussi de l'art, et j'ai connu, bon, alors vous avez beaucoup de Franta, vous avez beaucoup de Tobias, il y a du Deosanda, il y a des Fari, dont j'ai été un des premiers acheteurs, comme de plusieurs du reste, et des gens, c'était un rapport amical qui se créait. Ça a été vraiment une découverte très, très passionnante. Bon, moi, des Colette, tiens aussi, Colette qui a fait des sculptures, c'est un sculpteur fantastique, Colette. Et voilà, donc l'art, en fait, je suis un visuel et j'aurais sûrement aimé peindre. Je suis un peintre rentré. Ça n'aurait peut-être pas remplacé l'écriture, mais il y a des exemples. J'ai un ami, Pierre Pelot, qui est un écrivain romancier prolixe cette fois et qui est aussi peintre. Hein, c'est sa seconde passion. Donc, c'est, comment dire, en fait, je suis un passionné calme. Et ma passion, bon, elle trouve des endroits où se diriger, et la peinture, l'art, l'objet, regardez, c'est un amassalement d'objets étonnant, parce que tout ça, il y en a autant de ces œuvres d'art à Reims chez mon fils. J'ai fait un partage, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la moitié de ce que j'avais accumulé. J'étais un passionné d'objets, j'étais un passionné de fossiles, je cherchais de fossiles. Moi, je suis passionné de partout, de toujours. Alors, pour terminer cet entretien, j'aimerais bien que nous fassions une focalisation sur l'un de vos derniers livres, Cybernéland, oui. Qui me semble être, sinon un point d'achèvement, autant un point d'aboutissement dans vos délires, une sorte de bouquet jubilatoire de votre écriture. La 4e de couverture dit ceci: dans ce roman, hyper picaresque, Candide, Cunégonde, l'archange Gabriel et consorts pédalent allègrement dans l'irréel, présent, futur de la réalité virtuelle. Tout cela, bien sûr, partira en fusée, fumée, pour aboutir où? Trou noir, happy end, pile, face, galéjade éhontée, on aimerait le croire. Alors dites-nous quelques mots sur ce roman qui a l'air... Oui, il y a un peu à dire, certainement. D'abord, je souligne une chose, c'est que le roman c'est un roman d'anticipation au niveau des nouvelles technologies, des technologies de pointe, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc., qui sont des choses qui sont encore dans le futurisme, qui en sortent seulement. Et ce bouquin a failli être publié chez De Noël, c'était dans les années 90. J'étais en contact avec le leader du comité de lecture de Noël, et ce livre devait pas tout à fait inaugurer une nouvelle collection qui s'appelle Imaginaire. Il devait y avoir Philippe Dick et puis moi. Et j'ai été victime d'un accident industriel. Il y a eu un changement un remue-ménage chez De Noël, entre parenthèses, le comité de lecture et mon correspondant
ont quitté. L'idée de la collection a été abandonnée, et tout ça, pour moi, ça a été assez pénible. Hein. J'ai eu, si je peux ajouter cette anecdote, les éditeurs, bon, voilà, là, c'était pas... Enfin, non, je ne veux pas rentrer dans le truc. Dans le bébé requin, je viens de publier donc Cyberneland et le bébé requin. Et dans le bébé requin, je glisse des anecdotes, en les déformant, les biaisant, sur les relations que j'ai eues avec les éditeurs, notamment les réactions négatives. Quand Raymond Queneau m'a adressé au Mercure de France, j'ai rencontré une dame, Madame Aepli pour ne pas la citer, et j'avais une lettre d'elle confirmait que tout était bon, que simplement quelques petits ajustements et que mon livre allait paraître en octobre. Et quand je me suis trouvé face à elle, elle a changé de figure, je ne sais pas pourquoi, et notre entretien était absolument négatif, et j'ai reçu quelque temps après une lettre de non-parution. Bon, alors ça, et puis aussi Gallimard, j'ai le temps d'ajouter cette anecdote. Je découvre, c'était dans les années 70 peut-être, je découvre Kafka. Mais je découvre pas la métamorphose, je découvre pas le château, je découvre pas l'Amérique, je découvre les écrits intimes de Kafka, son journal, par exemple. Je me passionne, je trouve ça vraiment magnifique, somptueux. Et je continue dans les écrits intimes de Kafka, je prends des notes, et puis finalement, moi qui prends très rarement de notes d'un livre, je les accumulais. Je me dis, il faudrait quand même que j'en fasse quelque chose. Et j'avais pensé à un spectacle, puisque j'étais plutôt orienté théâtre à ce moment-là. J'ai pensé à faire une sorte de compilation thématique. Et j'ai écrit à Gallimard pour leur proposer le projet. J'ai reçu une lettre très positive. Je suis resté en correspondance avec la signataire. Je lui envoyais la table des matières, des belles feuilles. Quand j'avais besoin d'un livre, je lui demandais, elle me l'envoyait, etc. Donc quand le travail considérable a été fini, je l'ai envoyé à Gallimard et j'ai reçu une lettre négative. Ainsi va le... Je pense que c'était tenu au fait que c'était l'époque où Gallimard s'interrogeait sur la traduction historique de Vialat. Hein. Il pensait qu'elle était dépassée et il y avait ce problème-là sans doute. Mais quand même, hein, bon, c'est un peu léger. Tout le travail que j'ai fait avec la perspective. Donc les éditeurs, voilà. Ainsi va le monde de la publication. Il nous reste, pour demeurer dans le positif, à vous remercier au nom de vanceinfomag.com de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien et à vous souhaiter longue route sur cette voie jubilatoire de l'écriture qui nous fait le plus grand bien à nous tous. Merci, oui. Georges Richard. Je découvre encore un tas de plaisir, j'ai encore beaucoup de réserves de plaisir dû à cela.